m'appelle donc Laurent Gambert et je suis ce qu'on appelle un conseiller en évolution professionnelle au sein du FONGECIF Pays de la Loire, donc, qui accompagne très régulièrement donc, les salariés sur des situations de faire le point, mi-carrière, reconversion professionnelle, situation critique en entreprise et bien d'autres encore. Parmi ces situations que nous rencontrons, il y en a une qui est « j'ai un projet de formation et comment je peux le financer ?» L'idée de cette séquence, c'est bien sûr de vous faire découvrir les principaux accès au financement de formation pour les salariés. Et puis j'ai aussi abordé l'aspect pour les demandeurs d'emploi, parce que de toute façon aujourd'hui, on peut être et salarié et demandeur d'emploi, même s'il y a quand même des différences. Je vais m'efforcer de vous les expliquer. Le temps imparti est très court. Encore une fois, j'insiste, l'idée, c'est pas tout retenir là, mais plutôt de disposer d'informations à la maison pour revoir ça. Nous sommes des opérateurs de conseil, on est payé pour ça, que ce soit le FONGECIF, l'APEC, le Pôle emploi, les missions locales, pour qu'on prenne le relais et qu'on vous détaille ensuite les différentes mesures pour savoir si elles s'appliquent à vous. D'accord? Ça vous va? Bien. Alors, justement, dans le menu que vous allez avoir en cette fin d'après-midi, je vais vous parler de la formation qui est pour moi un outil au service d'un projet finalisé. Ce n'est pas une fin en soi. Je vais bien insister sur l'aspect outil, vous comprendrez pourquoi. Je vais vous faire découvrir des principaux dispositifs de financement de formation et j'ai souhaité approcher quelque chose le plus simple possible dans une grande diversité de moyens, ce qui sera à votre initiative ou ce qui est à co-construire avec une entreprise ou un opérateur. Et puis, je vous ai préparé quelques outils, quelques liens assez ludiques, assez opérationnels, que peu de gens connaissent et pourtant qui sont à la portée de chacun d'entre nous. Ça vous va? On est parti. Alors, ça peut vous surprendre, mais j'insiste bien, la formation, elle ne peut pas être une fin en soi. Souvent, quand on a perdu son emploi ou quand on risque de le perdre, on a une sorte de réflexe, je vais faire une formation. Comme si ça nous sécurisait. Oui, ça peut être un levier de sécurisation, c'est vrai, mais c'est d'abord un projet qu'il faut bâtir. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que je vais me retrouver dans un futur métier? Est-ce que globalement, je vais retrouver du sens à mon travail? Quelles compétences je possède? Quelles compétences il va falloir que j'acquière pour éventuellement aboutir à cet emploi? Et le chemin pour y arriver, c'est la formation. On voit bien que donc la formation n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité, c'est un outil au service d'un projet. Et je vous recommande vraiment de d'abord prioriser le projet, la construction du projet. C'est un investissement qui est pour vous, on l'ignore, mais c'est quand même un investissement temps, énergie, et c'est un investissement également pour les structures de financement. Par exemple, le FONGECIF, le Pôle emploi et d'autres structures de financement n'ont pas les moyens de satisfaire tout le monde. On va parler de priorité, de certains critères. Et donc, il faut que ces structures-là aussi fassent attention à l'investissement qu'elles déploient pour les bénéficiaires. Elle doit rendre des comptes, elle doit optimiser ses ressources. Un projet travaillé, évalué, validé. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'on peut avoir une idée. Est-ce que je peux y aller? Et depuis ce matin, je rencontre plein de personnes qui ont de très belles idées. Je leur dis, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous pose encore question? Qu'est-ce qui va changer pour vous? Quelle perspective d'emploi il va y avoir si vous provoquez ce changement-là? Qu'est-ce que vous allez avoir de mieux? Qu'est-ce que vous acceptez de perdre? Voilà quelques questions qu'il est important de se poser. Et vous avez ce qu'on appelle des opérateurs de conseil en évolution professionnelle, des opérateurs qui travaillent gratuitement et qui sont positionnés par ciblage. Par exemple, pour les salariés, c'est le FONGECIF. Pour l'APEC, pour les cadres, c'est plutôt l'APEC. Quand on est un jeune de moins de 26 ans, c'est plutôt les missions locales. Pour les personnes qui ont une situation de handicap ou de reconnaissance travailleur handicapé, vous avez même Cap Emploi. Pour les demandeurs d'emploi, vous avez un service de conseil en évolution professionnelle, ne l'oubliez pas, donc par le Pôle emploi. Autre approche également, la notion d'EC. Oh, vous allez avoir plein de sigles. Retenez candidat client. Depuis la mise en place de la réforme de la formation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, elle s'est mise en place d'une manière très proactive au 1er janvier 2019 et elle a des impacts majeurs. Elle vous responsabilise de plus en plus. Elle cherche à vous donner de l'autonomie.
Les 2C, c'est accepter d'aller voir un centre de formation quand on a un projet qui a été bâti, qui a été mesuré. Vous avez un fournisseur de formation et vous êtes là dans une posture d'acheteur, même si ce n'est pas vous qui allez payer. Prêtez bien attention à ce qui va vous être proposé par l'organisme. En quoi répond-il à votre projet? Comment compte-t-il effectivement déployer son parcours de formation? Combien de gens ont bénéficié de cette formation? Que sont-ils devenus? Voilà toutes les questions qu'il faut ne pas hésiter à lui poser. Donc, n'achetez pas comme ça, entre guillemets, n'importe quelle formation. Vérifiez bien en quoi elle répond bien à votre projet. Mais on n'oublie pas quand même que ces centres de formation ont un enjeu. C'est de vérifier que vous avez les prérequis pour la formation que vous voulez faire. Donc c'est normal qu'il y ait des entretiens, qu'il y ait des tests, donc des positionnements qui soient faits pour voir si justement vous êtes bien en adéquation avec les attentes de la formation et ne pas vous faire prendre trop de risques. Les solutions sont multiples. On est très habitué à avoir une formation qui commence au mois de septembre et qui se termine au mois de juin. Moi, j'appelle ça le menu complet. Vous avez donc l'entrée, le plat, le dessert, je ne l'ai pas mis dans l'ordre, hein, le fromage, le café, l'apéritif. C'est vraiment pas dans l'ordre du tout, mais il fait chaud. On a l'habitude de rentrer dans un parcours dit complet. La réforme de la formation dit la chose suivante. Achetez ce dont vous avez vraiment besoin. Et il s'agit vraiment de faire attention à ça, puisqu'on n'a pas forcément tous les moyens qu'on veut, et on essaie de servir un maximum de personnes. Donc il faut bien qu'à un moment donné, on trouve la bonne équation. Donc il y a des solutions. Ce matin, j'ai présenté une personne qui souhaitait globalement aller dans le recrutement, et je l'ai invité par exemple à regarder un parcours complet, proposé par un organisme. Dans ce parcours, il y a un module de compétences qui cerne le recrutement. Je lui ai proposé de prendre contact avec cet organisme et de voir si la solution pouvait être en adéquation avec son projet. Elle aura peut-être besoin uniquement d'acheter cette compétence-là. Donc, on peut prévoir d'acheter en fait une formation par module de compétences. Et puis, vous entendez aussi de mixité de formules de formation. En présentiel, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais on peut faire du présentiel et du à distance, ou on peut faire que du à distance. Si vous faites du à distance, ça paraît très alléchant, mais faites bien attention, il y a des choses à vérifier. Est-ce que je suis vraiment capable de m'organiser pour faire une formation à distance? Est-ce que j'ai l'autonomie? Est-ce que j'ai l'équipement pour le faire? Est-ce que l'organisme de formation a vraiment les disponibilités quand j'en ai besoin pour m'aider quand ça bloque? Voilà par exemple quelques différences entre des centres de formation à distance ou des centres de formation en présentiel. Et puis je vous mets ceci parce qu'en fait moi je l'ai détecté et je le mesure de plus en plus. Quand on est installé dans son emploi et qu'on retourne en formation, on ignore un petit peu l'enjeu, le dynamisme qu'il y a. En fait, il faut réapprendre à apprendre. Mine de rien, ça vous paraît comme ça banal, mais je vous assure, vous aviez l'habitude de travailler, vous connaissiez vos habitudes, vous saviez ce que vous aviez à faire, vous allez changer d'univers, vous allez remettre votre cerveau à apprendre des choses théoriques, à vous rasseoir dans une salle, à écouter, faire des exercices, travailler à la maison. Eh bien ça, il faut s'y préparer. Et j'invite tous et toutes vraiment à regarder de quelle manière vous pouvez remettre un peu votre cerveau dans la dynamique du réapprendre, comme au sport. Hein, que je veux dire, quand vous voulez vous remettre au sport, vous prêtez attention en disant « j'y vais pas trop violemment, j'y vais tout doucement ». Ben, c'est la même chose pour entrer en formation. Je vous recommande d'ailleurs de regarder des MOOC, M2OC, gratuits. MOOC gratuit. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des séquences vidéo bien expliquées sur certains points. Vous les visualisez, vous prenez des notes et vous avez des concepts que vous commencez à intégrer. Ça vous prépare plutôt bien, peut-être, à une formation en présentiel. Ça va? C'est bon? Bon. On a été au stade préconisation. Les fameux acteurs, pour tout ce que je viens de vous dire, des opérateurs de conseil en évolution professionnelle, CEP, je vous ai dit, nous sommes payés pour ça, on est là pour vous recevoir, vous écouter, vous accompagner sur toutes les étapes du projet, y compris la demande de financement. D'accord? Donc ça, c'est important que vous le sachiez et c'est une bonne guidance pour vous permettre de franchir de nouveaux caps. Ici, je vous ai mis un lien pour savoir quel est l'opérateur en fonction de votre statut. Ici, je vous ai mis un numéro de téléphone d'une plateforme en région Pays de la Loire, donc qui est à votre disposition. Et si vous n'aimez pas l'informatique, vous passez par le téléphone. Alors,
financer une formation. On va commencer par ce qui est à votre initiative. Essentiellement, hein, il y en a d'autres. Hein, je vous dis, j'essaye de flécher sur quelque chose qui est le plus clair possible. J'ai envie de changer de métier. Qu'est-ce que j'ai intérêt à regarder? Si je suis salarié, je vais regarder plutôt la dimension des congés de formation. Qui dit congé de formation dit demande d'absence à formuler à un moment donné auprès de son employeur, quand on est prêt, bien sûr. Ça s'appelle un CPF, projet de transition professionnelle. C'est le FONGECIF, c'est le FONGECIF qui le gère. Donc, et vous pourrez donc venir nous voir pour savoir comment ça fonctionne. Le principe, c'est j'ai un projet, je l'ai bien travaillé, j'ai besoin d'avoir une rémunération, j'ai besoin d'avoir la prise en charge des frais de formation et si éventuellement j'ai quelques frais de déplacement ou de restauration, est-ce que je peux bénéficier de frais annexes? Tout le monde ne peut pas en bénéficier. À l'heure actuelle, nous sommes entre 50 et 60% d'acceptation des dossiers. Mais c'est un super outil de transition professionnelle. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, sur les taux de réussite des gens qui ont fait ce dispositif, il s'appelait le CIF avant, hein, et qui ont transformé leur investissement en réalité, on est de l'ordre de 7 personnes sur 10 qui ont réussi leur transition. Et quel est le facteur, la raison? C'est que vous portez votre projet. C'est vous qui êtes le moteur de votre projet. Vous avez ensuite plutôt pour ce qui est d'adapter, évoluer, le fameux compte personnel de formation dont vous disposez. Vous avez dû comprendre qu'il y avait le DIF avant, jusqu'en 2014, fin 2014. Depuis le 1er janvier 2015, c'est le compte personnel de formation. On vous met des heures de côté, 24 heures pour quelqu'un qui travaille à temps plein par an, et c'est automatique. Chaque fin d'année, votre employeur fait une déclaration, l'envoie à l'URSSAF, qui va convertir effectivement ces heures travaillées en droits d'heures de formation. Et donc, vous pouvez capitaliser comme ça jusqu'à 150 heures. Ce fameux compte personnel de formation, en fait, il a été monétarisé au 1er janvier 2019. C'est pour ça que quand vous cliquez dessus, vous voyez un montant. Chouette, j'ai de l'argent. Donc, non, pas tout à fait. Ce sont des droits. C'est pour vous faire prendre conscience de ce dont vous disposez par rapport à un projet de formation et mesurer bien l'écart qu'il y a entre ce dont vous disposez et combien ça coûte. Vous voyez? Est-ce que j'ai bien tout ou pas pour pouvoir payer? Et si je n'ai pas tout, à qui je m'adresse pour le reste? On revient à la notion de conseil en évolution professionnelle. Pareil, je vous ai mis un lien, on appelle ça le CPF autonome. C'est-à-dire, vous prenez la main, vous décidez, c'est vous qui avez repéré effectivement un besoin de formation et vous allez pouvoir enclencher la démarche auprès de l'organisme de formation. Est-ce que je peux faire n'importe quelle formation? Non. D'accord? Il y a effectivement des formations qui sont à prioriser, préfléchées. Alors, on ne parle plus de liste de formations, on parle de formations éligibles à ce dispositif. Pour simplifier, quand vous avez un besoin, une idée, vous demandez à l'organisme de formation, est-ce que ce que vous me proposez peut me permettre de mobiliser mes heures CPF, oui ou non? Voilà, c'est simple. D'accord? Et comme ça, vous avez cette réponse assez effectivement claire. Oui? Alors, je vais terminer pour rester le timing, comme ça vous notez votre question, j'ai oublié de le dire, d'accord? Puis après, il y a la séquence réponse aux questions qui sont posées. Donc ça, c'est important, vous avez effectivement cette chose qui est en place, le CPF, de manière autonome. Maintenant, si vous êtes avec un employeur, alors c'est aussi pour ceux qui vont vers l'avenir, qui sont à la recherche d'un emploi, ou ceux qui, à un moment donné, là, sont en recherche de solutions. Il y a un autre dispositif qui est fléché vers la reconversion professionnelle que possède l'entreprise. Ça s'appelle le Pro-A. Il est nettement moins connu, d'accord? Et pourtant, il permet à des employeurs ou à une personne qui souhaite avoir un projet de reconversion dans l'entreprise ou un projet d'adaptation dans l'entreprise, de faire ce co-investissement employeur-collaborateur. C'est une autre mesure intéressante. La question, c'est plutôt d'avoir en fait ce co-investissement avec l'employeur, hein. Donc que l'employeur soit intéressé par votre projet et vous intéressé par le projet de l'entreprise. Il y a des limites quand même. Attention, ici, et on est en train de le réformer à l'heure actuelle, donc l'État est en train de limiter un peu. Globalement, aujourd'hui, c'est limité à des entreprises de moins de 300 salariés, à des personnes qui ont un niveau licence maximum. Il se peut qu'on baisse un petit peu les critères
alors pardon, c'est plutôt l'inverse, que les critères soient plus exigeants dans un très proche avenir. Mais si jamais vous êtes dans une entreprise et que vous voyez qu'à un moment donné, il y a un projet d'évolution, d'adaptation, de reconversion, raisonnez Pro A. Juste ça. Je vous ai mis un lien pour justement avoir des explications détaillées et pouvoir en parler avec l'employeur qui souvent d'ailleurs ne connaît pas cette mesure. Je reviens à m'adapter, évoluer. Alors là, on rentre dans le champ donc de ce qui est géré directement par l'entreprise. Vous avez ce qu'on appelle son plan de développement compétences. Donc c'est quand l'entreprise décide de former ses collaborateurs à telle ou telle chose. C'est elle qui décide, c'est elle qui peut payer. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser votre compte personnel de formation. Donc oui, ce sont des heures qui sont réfléchies pour vous, mais l'entreprise, si vous êtes d'accord, peut vous demander de les utiliser. Ça va? Oui? Si je suis demandeur d'emploi, donc pareil, il y a des mesures qui sont énormes. Je vais vous en parler de quelques-unes. Si je veux m'adapter, souvent je parle moi aux personnes que je reçois occasionnellement, j'en dis, est-ce que vous avez pensé à l'action de formation préalable au recrutement, la FPR? C'est quoi? Je vois par exemple des personnes qui s'adressent en fait à un employeur. L'employeur dit, oh c'est pas mal, effectivement votre profil est intéressant, mais il vous manque telle ou telle compétence, je ne peux pas vous prendre. La personne peut aller voir son conseiller Pôle emploi et dire, écoutez, il me manque telle et telle compétence, est-ce que je peux trouver une formation courte pour l'acquérir? J'ai un contrat au bout, un CDD ou un CDI. Donc c'est un très bon levier. Par exemple, quand on est exposé à une candidature et que l'employeur dit en face, il est intéressé par le profil, mais il vous manque des compétences. Parlez-en à votre conseiller Pôle emploi. Et ça a aussi des avantages pour l'entreprise. Toujours dans la rubrique m'adapter, la préparation opérationnelle à l'emploi, les POE, pardon les sigles, mais c'est comme ça. Donc en fait, il existe par le Pôle emploi, il y a des entreprises en Pays de la Loire qui disent j'ai des difficultés de recrutement, je ne trouve pas telle ou telle compétence. Ils demandent en fait au Pôle emploi ou à des organismes de formation, à des caisses qu'on appelle des OPCO, de créer des solutions de formation personnalisées. Alors ensuite, il faut trouver les candidats qui rentrent dans ce processus de formation. Il y a un parcours de formation qui est prévu pour répondre aux besoins de l'entreprise ou des entreprises. Ce matin, j'ai vu une personne, par exemple en couture, et je lui ai parlé en fait d'une entreprise vendéenne notamment, qui était dans cette logique-là, qui était à la recherche de profils, pas de bac plus 12, des gens adaptables, opérationnels, avec des prédispositions. Ils garantissent le parcours de formation, moyennant un recrutement au bout. Intéressant. D'accord? Ça s'appelle des POE et je vous ai mis tout le détail ici. Et puis vous n'oubliez pas aussi qu'il y a le contrat de professionnalisation. On l'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle de l'alternance. C'est aussi ouvert aux adultes. C'est aussi ouvert aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi. C'est le moyen de pouvoir concilier pratique et théorie. Je me fais embaucher par une entreprise. L'entreprise sait que globalement, je dois monter en puissance. Je n'ai pas toutes les compétences non plus. Et j'ai envie d'avoir une certification, pourquoi pas au bout, une reconnaissance. Et donc, à ce moment-là, l'entreprise accepte de m'embaucher et je vais me former dans un organisme de formation en alternance. Donc, vous voyez, il y a déjà pléthore de solutions. Maintenant, il faut bien regarder celle qui vous convient le mieux. Et c'est le Pôle emploi qu'il faut consulter pour ces mesures. À droite, je vous ai parlé aussi des aides individuelles à la formation. En fait, c'est quelques leviers. Quand on ne fait pas partie de toutes les cases, voilà, on va voir son conseiller Pôle emploi, on a un projet. A priori, je ne peux pas avoir un financement, mais j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Ça dépend du projet, ça dépend des possibilités du Pôle emploi. Ça s'appelle une AIF. Votre compte personnel de formation peut aussi se déployer en tant que demandeur d'emploi. Pensez-y. Vous avez également donc le CPF de transition professionnelle pour des CDD. Ce matin, je rencontre des personnes, grosso modo, j'en ai 3 sur 4 qui sont demandeurs d'emploi. Sur les 3 sur 4, elles ont été la plupart licenciées, soit économiques, soit pour inaptitude. C'est quand même pas facile de remonter la pente. Bon, j'ai un projet en tête, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de construire effectivement ce projet-là, mais je ne trouve pas de financement. Je leur dis, avez-vous pensé à un job de transition en CDD? Je leur explique le principe. Il est permis à un demandeur d'emploi qui a un historique, si vous étiez en CDI un certain nombre de mois, dès lors que vous avez 4 mois de CDD, de régénérer vos droits et de flécher une demande de financement vers le FONGECIF. Donc ça donne en fait une double possibilité
dans ce cas-là, pour quelqu'un qui recherche un emploi, et de mobiliser le Pôle emploi ou de mobiliser le FONGECIF. Alors on ne cumule pas, hein, mais au moins on regarde quel est le plus avantageux pour vous. Enfin, je vous parle des mesures du Conseil régional. Alors souvent j'entends dans les échanges, « Et ce Conseil régional, il peut faire quoi pour moi? Est-ce qu'il peut avoir des places ?» Oui, le Conseil régional des Pays de la Loire a fléché des métiers, des financements, des places. Vous retrouverez des éléments intéressants pour vous dans la mesure qui s'appelle Visa Métier. Donc vous avez des formations accessibles qui ont déjà été financées par le Pôle emploi vers des métiers proposés par des organismes de formation. Ça va? Oui? Je ne suis pas trop lourd? Je vais juste terminer. Hop, pardon. L'outil pour vous repérer, parce que ce que je viens de vous dire, c'est très dense, je vous avais prévenu. Il y a une interrogation orale à la fin, hein, pour savoir si j'ai été pertinent. Non, je plaisante. Alors, un outil qui est pratique, il s'appelle Orientation-Pays de la Loire. Regardez bien, vous rentrez dans « Rechercher un dispositif, une aide financière ». La clé d'entrée, c'est les dispositifs et aides financières. Vous la voyez? D'accord? Vous cliquez là-dessus. Vous atterrissez sur cette page. Vous mettez le nom, le site du dispositif. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Vous êtes, là vous mettez votre statut. Et puis, je souhaite, vous mettez éventuellement donc, le type de formation. Il va chercher les différentes mesures qui sont applicables par rapport à ce que vous venez effectivement de rentrer. À l'heure actuelle, il y a 306 mesures applicables en Pays de la Loire. Vous voyez? Si vous n'aimez pas l'informatique, je vous ai fait la version téléphonique, toujours 0800 200 303, plateforme donc d'orientation Pays de la Loire à Nantes. Je vais un peu plus loin toujours. Hop, ça je vous l'ai montré donc auquel cas. Vous avez aussi un outil que j'utilise moi personnellement qui s'appelle la bonne formation pôle emploi.fr. Ça donne deux choses. À la fois, ça peut vous montrer où est-ce qu'il y a la formation en adéquation avec votre idée de projet. Et puis, ça donne aussi le retour sur investissement. Ça veut dire, on voit si les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de cette formation ont trouvé une solution d'emploi. Donc, c'est un indicateur. Et vous avez aussi, prudence, des avis des participants à cette formation. Très franchement, si vous avez peu d'avis, passez, parce que soit c'est excellent, soit c'est très médiocre. Si vous avez une dizaine d'avis, une vingtaine d'avis, ça donne un peu un crédit, ça donne un écho sur la notoriété du centre, sur son professionnalisme. Enfin, on me l'a demandé, donc je l'aborde. Le nouveau droit donc, pour les démissionnaires. Pour l'instant, tout n'est pas bouclé. Dans les médias, nous entendons effectivement que ce sera applicable au 1er novembre 2019. Le Pôle emploi, les FONGECIF sont en attente d'instructions complémentaires. Il y a des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien dans votre job ou si vous avez envie de faire autre chose, donc il faut surtout éviter la démission tout court. Beaucoup d'entre vous vont penser à la rupture conventionnelle. Faut-il que l'employeur soit d'accord? C'est d'un commun accord qu'il y a une rupture conventionnelle. Et il y en a qui malheureusement ne l'obtiennent pas, ils passent même par l'abandon de poste. Ce qui est vraiment, la chapeau, c'est pas facile. Et donc, pour pallier à ces phénomènes-là, pour donner un petit peu plus de souplesse au système, le gouvernement a souhaité mettre en place ce nouveau droit. Le principe pour l'instant, pour y accéder, il entre en vigueur au 1er janvier 2019, on attend des détails encore. Il faut avoir 5 ans d'ancienneté, ça on le sait. Il faut avoir eu un moment d'échange, un entretien avec un conseiller en évolution professionnelle. Ça y est, vous voyez pourquoi ces opérateurs aussi ont été mis en place pour justement pour que vous puissiez viabiliser un petit peu tout ça. Ça concerne ce qu'on appelle un projet réel et sérieux. Ça veut dire qu'on ne pourra pas démissionner comme ça. Il faudra présenter un projet et faire valoir qu'il est réel et sérieux. Cette notion de réel et sérieux passera par c'est quoi le projet ? Quelles sont les caractéristiques du métier que vous envisagez? Quelle formation vous souhaitez donc déployer? Quelles sont les modalités de financement que vous envisagez? Et surtout, quelles seront les perspectives d'emploi dans le métier de demain que vous voudriez faire? Voilà, on commence à avoir quelques éclairages. On sait qu'il y aura un avis qui s'appelle une commission paritaire interrégionale, c'est pire. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est son nom. Ça s'appelle comme ça.
Cette commission sera mise en place et sera représentée par effectivement des salariés, des représentants d'entreprises, de l'État, de la région. Et ces gens-là étudieront les projets avec demande de démission. S'il y a un avis positif, alors vous pourriez prétendre à démissionner de votre poste et être indemnisé. S'il n'y a pas d'avis positif, vous n'avez pas la possibilité de démissionner et d'être indemnisé. Ça vaut également pour les porteurs de création d'entreprise. On a parlé formation, mais ça concerne aussi la création d'entreprise. Voilà, je ne peux pas aller plus loin sur ce thème-là parce qu'on est en attente d'informations et je ne voudrais pas donner d'informations erronées. Mais sachez que de toute façon, le FONGECIF sera très en veille là-dessus et vous pourrez nous solliciter si vous en avez besoin, mais comme tous les autres opérateurs de conseil en évolution professionnelle que nous sommes.